tu montes un canapé au 5e étage, 3 fois sur 10, cette cage d'escalier, tu peux pas monter dedans. Donc qu'est-ce que tu fais ? Lui nous code un petit truc, tu décides de vendre un canapé, tu poses ton numéro de téléphone et nous on était capable de le récupérer quasiment instantanément. Et à ce moment-là, on décide d'automatiser tout ça et d'envoyer des milliers de SMS chaque jour en disant voilà, on est, alors au début c'était pas très légal, je l'avoue, on est le service du Bon Coin, le Market Fit il est là, on va killer le game et on va leur dire, nous on livre le jour même sur un créneau de 2 heures. Et en fait c'est pas compliqué, en 5 jours, on a pris 100% du volume. Et tu t'es dit, c'est mieux pour l'entreprise que je prenne un rôle de président. Du coup, que tu laisses la place de CEO. Je pense que c'est une étape pas facile et je pense que c'est un certain renoncement. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thomas Effantin, le fondateur de Trusk, une start-up française spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre de colis volumineux. Tout ce qui est meubles, électroménagers, matériaux, etc. Pour du coup le compte de grosses enseignes, c'est du B2B2C. Du coup, vous avez été lancé il y a 9 ans, au départ sur du B2C. Vous avez pris un tournant assez décisif, finalement assez rapidement, pour vous diriger plutôt vers du B2B2C. Et du coup, aujourd'hui, vous faites plus d'1 million de livraisons par an. Vous avez 120 collaborateurs et une croissance à 2 chiffres depuis le début. Du coup, toi, tu as mené la société en tant que CEO pendant une partie de cette croissance. Et cette année, en janvier 2025... Pendant 8 ans. Ouais. Et du coup, là, tu t'es un peu reconcentré sur le rôle de président et tu as donné les rênes à Sarah Fovetti-Jiménez. Oui, exactement. J'essaie de bien le prononcer. Pour, du coup, voilà, elle a repris le rôle de CEO. Elle était une des premières employées et donc, tu vas nous en parler. Ouais. On va créer ça. Salut Thomas. Ouais. Bienvenue Thomas. Bon retour de vacances. Merci à vous 3. Ouais, parce que les auditeurs voient pas, mais il est très bronzé là. C'était où en Italie d'ailleurs t'étais Toscane, les Pouilles. Pantelleria. C'est vers où? C'est entre la Sicile et la Tunisie. Ouais, c'est beau. Ça fait rêver. Nous, c'est dans quelques semaines. Il faut encore qu'on bosse. Tu vois, il y a encore 2-3 semaines. Ah, mais j'y retourne aussi au mois d'août. C'est bon ça. Et donc, du coup, on va revenir sur 3 moments clés du scale pendant le podcast. Donc, au départ, c'est les débuts, c'est ton parcours, comment on est arrivé à monter Trusk, le product market fit, le business model aussi de la boîte, tout ça. Ensuite, on passera sur le scale, vraiment les 2-3 points durs les difficultés que tu as rencontrées pour vraiment réussir à faire scaler la boîte. Et rapidement après, c'est où est-ce que tu vois Trusk et surtout un petit peu des questions sur toi personnellement, sur comment tu te déconnectes, tout ça, pour qu'on en apprenne aussi un petit peu plus sur ton rôle de CEO. Voilà. De président maintenant, pardon. D'ailleurs, il faudrait peut-être expliquer la différence entre CEO et président pendant le... Ouais, très bien. Du coup, on peut commencer avec, si tu peux nous expliquer, Trusk, comment on est arrivé là. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. De toute façon, ça, c'est ma 4e boîte. Avant, j'étais dans les Émirats Arabes Unis. J'ai vendu ma première boîte. J'étais distributeur d'une marque dans le médical au bout de 3 ans et demi. Donc rien à voir avec ça. Ouais, rien à voir. Voilà, une opportunité. J'ai fait une école de commerce à Paris. Je suis parti à Dubaï parce que j'ai un ami qui travaille là-bas. T'étais pas influenceur, non? Non, pas du tout. C'était en 2010. Ah donc, oui, c'est vrai qu'ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas encore et typiquement, c'était un peu l'Eldorado, quoi. Donc c'était vraiment une très, très bonne expérience. Après, je suis parti vivre en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour faire du négoce de noix de cajou. Strictement rien à voir. C'est pas une blague, là, on est... Ah ouais, vraiment. Mais j'avais fait mon mémoire sur l'Afrique de l'Ouest, sur le négoce en matières premières, et je m'étais dit, il faut que je me lance là-dedans. Et en fait, mais t'avais des attaches là-bas ou t'es parti Pas du tout, non. J'ai en fait un de mes amis d'enfance m'a proposé de partir avec lui en Afrique de l'Ouest, et je venais de vendre ma boîte, et je me suis dit, allez, vas-y, un peu d'aventure, ça ferait pas de mal. Et on est parti là-bas et on faisait du négoce de noix de cajou. Donc, mais c'est pas du négoce devant un ordinateur. C'était un négoce et j'allais voir effectivement les agriculteurs dans le village. Ouais. J'allais sur les plantations et je négociais avec le chef du village ou plusieurs chefs de village pour qu'ils me vendent leur cargaison de noix de cajou. Et après, tu revendais ça en France Non, alors non, j'aurais bien voulu, mais je vendais ça aux Indiens. Donc, je travaillais d'un côté avec les Ivoiriens et les Indiens. Donc, c'est très, très enrichissant culturellement, mais pas facile à négocier. Et donc, ma vie était entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Et j'ai fait ça pendant quasiment 1 an. Et au bout d'un an, en fait, j'ai décidé de rentrer en France parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque boîte t'apprend pas mal de choses. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que travailler en étant loin de ta famille, loin de tes potes, en fait, t'as besoin d'avoir un terreau qui est quand même assez solide, tu vois, une base solide. Et je me suis dit, c'est compliqué, quoi. Et surtout, travailler en Afrique, je sais pas si vous l'avez fait, c'est très enrichissant, mais c'est pas simple, quoi. Ils ont pas les mêmes codes que nous. Les règles, elles doivent être space, quoi.
Ah bah ouais, je te donne un exemple, hein. T'as rendez-vous à 14h, il arrive à 17h, quoi. Donc, Tu commences un podcast à 18h, t'arrives à 18h30, quoi. Non, même pas, c'est pas 30, là, t'es sympa, t'es poli. Non, mais bon, peu importe. Mais très enrichissant, et j'ai adoré cette aventure. Et ensuite, je suis revenu à Paris, et là, pour la petite anecdote, en fait, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais seul dans mon appartement, et bon, j'étais sur Internet, je voguais sur Internet. Et en fait, au moment où j'étais sur place, il y a eu pas un coup d'État, mais il y avait une petite guerre civile entre Gbagbo, qui était le président sortant, et Ouattara, qui est devenu le président. Et je sais pas pourquoi, je mets coup d'État, Côte d'Ivoire, etc. Et là, je tombe sur la vidéo coup d'État de Oussama Hamar. Ah ouais. Donc, The Family. Rien à voir. Rien à voir. Et en fait, bon, je regarde sa vidéo et effectivement, bon, c'est vrai que même il a une actualité assez chaude, mais en tout cas, ses vidéos étaient très inspirantes à l'époque. Et j'ai commencé à regarder ça et ça m'a vraiment captivé, quoi. Et je suis rentré à Paris, je suis allé rencontrer Alice et Oussama et je leur ai dit... voilà, moi, ce que j'ai fait, j'ai envie de remonter une boîte et j'ai vu que l'écosystème startup était en train de se développer très fortement. On peut le reconnaître, ça, malgré les histoires. Ah, mais clairement. Là, t'es en quelle année, là ? Là, je devais être en 2014, exactement. Ouais, c'était à l'époque où c'était à la mode, c'était 2014, 2015. Et donc là, je fais partie de leur premier batch de start-up et c'est là où je me dis, ça y est, je me lance parce que moi aussi, j'ai envie de dévorer le monde. Et à ce moment-là, je rencontre mon associé qui est toujours mon associé actuel, Sébastien. Et là, on décide lui d'arrêter parce qu'il était consultant au Luxembourg. Il me rejoint à Paris et là, on décide de vouloir se lancer dans un business. Et tu sais pas encore lequel. Là, voilà, plein d'idées, hein, plein d'idées. Et là, on décide de se lancer sur une boîte qui s'appelait WeSquare. On faisait du stockage pour les particuliers et les professionnels. En fait, on permettait aux gens de gagner des mètres carrés dans leurs appartements qui sont pas forcément très grands. Donc voilà, c'est stockage déporté en Oui, voilà, on apportait des box, des boîtes en PVC, tu les remplissais et ensuite on venait les récupérer avec notre propre service de livraison. Donc on a mis un pied dans la livraison. Et ensuite, on les stockait dans un entrepôt, on te faisait un inventaire en ligne. Et après, tu connaissais avec un Exotech, là, boum, et tu pouvais robotiser le truc. À l'époque, Exotech, ça n'existait pas. Et au bout de 8 mois d'activité, en fait, on commence à faire un peu de chiffres et tout, ça se déroule bien, mais vous savez, la sensation de se dire on n'est pas sur un gros marché, cette sensation où en fait on touche trop d'activités en même temps, on parlait de couloir de nage, on fait trop de choses à la fois. Et là, on se dit... B2C. B2C, on se dit laisse tomber, je le sens pas et je me vois pas dans les 5 à 10 prochaines années à faire ça, quoi. Donc là, on fait un choix fort de dire on arrête. Et donc, moi... Et t'avais levé un peu de pognon à l'époque ou... Ouais, non, j'avais investi de l'argent perso. Et on avait pris des subventions là, par initiative, on est caution personnelle. Hein. Et là, en fait, je vaguais chez The Family et là, je connaissais Jean de la Roche-Brochard qui me dit, mais... c'est un investisseur, non ? Ouais, de Kima Venture. Qui me dit... Human Machine, il a écrit un très bon bouquin pour aller. Très sympa d'ailleurs, Jean. Et qui me dit, arrête de t'emmerder avec ce business-là, regarde des boîtes aux États-Unis, inspire-toi d'un fort potentiel. Et effectivement, il me met sur la piste d'une boîte qui s'appelle Lug, le LUGG, qui existe toujours aux États-Unis, qui est le Uber du déménagement. Alors déjà, c'est pas mal comme tips de regarder ce qui se passe du côté des US. Ils sont toujours en avance. Clairement, côté tech, on va pas se mentir. Hein. Bon, là, c'est pas compliqué. Tu veux copier un business, c'est l'IA. Ouais, en ce moment... Il n'y a que ça. Tu rigoles, j'ai téléchargé ça dans l'avion. Toutes les boîtes dans lesquelles Y Combinator investit là. Il n'y a que ça, des agents. Voilà, des agents. Et à ce moment-là, donc, je commence à regarder. Effectivement, je vois l'Uber du déménagement. Je me suis dit, vas-y, c'est le marché, il est colossal. Alors, au début, on se met sur le déménagement. Mais on se dit, surtout, c'est du transport de colis volumineux. Ouais. Et à l'époque, on avait acheté un camion, un Renault Trafic, je me rappelle. Et on se dit, bon, bah voilà, on a un Renault Trafic, pourquoi pas tenter l'aventure en proposant un service de livraison ou de transport de colis volumineux. Pas forcément du déménagement, mais on s'est rendu compte que sur le Bon Coin, il y avait des milliers de tables à vendre, des canapés, et en fait, tu n'avais pas beaucoup d'alternatives devant toi. Donc déjà un petit sous-segment qui est quand même ce qui est volumineux. Ouais. Parce que tu aurais pu faire tout, mais que là, tu volumineux. dis que volumineux. Okay. Et à ce moment-là, on se dit let's go. Et donc tu passes ton permis poids lourd à ce moment-là ? Non, c'est que du VL.
Et avec mon associé, on se dit bon bah on va tenter l'aventure. Et là, en fait, on est 3 associés avec Jonathan qui était le CTO mais qui est parti depuis 2 ans et demi, je crois. Et lui nous code un petit truc, et ce qui nous permet en fait en gros je dirais pas hacker le Bon Coin, mais de récupérer à l'époque le numéro de téléphone quand quelqu'un en fait comme toi tu décides de vendre un canapé, tu poses ton numéro de téléphone, et nous on était capable de le récupérer quasiment instantanément. Et à ce moment-là, on décide d'automatiser tout ça et d'envoyer des milliers de SMS chaque jour à des gens qui vendaient des canapes, des chaises, des tables, en disant, voilà, alors au début, c'était pas très légal, hein, je l'avoue, on est le service du Bon Coin. Je veux dire, on est stampé service du Bon Coin. Je te propose de transporter... avec 2 C. Je te propose de transporter ton canapé pour tel prix. Et en fait, à ce moment-là, ça explose. Et là, on se dit, là, il y a un vrai market fit en se disant, comment on va scaler ça? Donc là, on commence à coder des petits trucs. Alors, pas moi, mais Jonathan commence à coder un petit truc. Et là, petit à petit, on commence à automatiser. Et donc, la première année, on est focus uniquement sur du B2C, pardon. Donc, service aux particuliers. Et voilà. Et je commence à démarcher des transporteurs parce que forcément, un camion ne suffit plus. Et là, 100% des transporteurs que je contacte, donc ce sont des transporteurs professionnels qui ont une licence de transport, une capacité de transport, refusent en fait de travailler avec Trusk. Parce que, ils ont déjà été Trusk, plantés. la marque. Ouais, Trusk, là. Ouais, c'est le cas. En fait, il fallait absolument un .com, et on est passé par plein de noms différents jusqu'à arriver sur Trusk, le camion de confiance. Donc un diminutif, truck. On en est très fiers parce que on est passé par plein de noms différents jusqu'à un nom qui s'appelait Husk. Et en fait, on s'est rendu compte que ça voulait dire se faire fister en anglais. T'aurais fait un bon hacking en Angleterre. Ah voilà. Donc Trusk, c'est mieux. Voilà, Okay. Trusk. Donc t'as un camion, mais ça suffit pas. Ouais, un camion, ça suffit pas. Et donc, on va avoir des transporteurs. Personne ne travaille avec nous. Donc, on se dit comment on fait, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de particuliers qui proposent leurs services sur le Bon Coin. Pour faire le 13e mois ou voilà le des week-end, fois des particuliers, on va pas se mentir, des particuliers. Ouais. Et là on se dit la seule alternative qu'on a devant nous, c'est d'aller chercher des particuliers. Donc je travaille avec un comédien qui la journée avec son vieux J9 de pompier fait des transports, mais ce qui était cool, c'est que le mec, c'était un bout en train, quoi. Donc en fait les clients adoraient déménager avec lui parce qu'il faisait rire tout le monde. Donc pour Trusk, c'était bon à savoir, quoi. J'ai eu un développeur de Théodo, Julien Laure, non? Non, on a eu un ambulancier, on a eu une personne qui pareil avait fait de la prison pour malversation. Bon voilà, on le découvre au fur et à mesure. Et en fait, de fil en aiguille, on commence à vraiment bien bosser comme ça. Et jusqu'à un moment, je la fais assez courte. Nous, on faisait tout le temps des livraisons parce que le plus important, c'était aussi d'être au contact du client. C'est donc comme toi, ça. Tu livrais toi-même. Ouais, moi j'ai livré pendant quasiment 3-4 mois non-stop. Mais c'est-à-dire le matin de 9h à 20h, mais même le samedi dimanche, parce qu'en fait, nous, on est opérationnel 7-7, hein, et c'est toujours le cas d'ailleurs. On était tout le temps. Donc, tu faisais des livraisons terrain et tu remontais. Ouais. Et d'ailleurs, je disais à mon associé, dans quoi on s'est embarqué, quoi. Ouais. on fait une start-up très tech, et à la fin, en fait, on conduit le camion et on va livrer. Et ça, c'était avant Hidalgo. Oui, mais bon, j'ai envie de te dire maintenant, tu t'y es fait, quoi. De toute façon, c'est comme ça. Et dans toutes les capitales européennes, on s'est lancé à un moment à Londres, c'est la même chose, c'est voire pire que Paris. D'accord, hein, et là, on se met dans le camion, donc on monte des canapés au 5e étage. Avec mon assoce, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? En plus, on est pas maltraité par les clients, mais on est vu comme des livreurs, donc on nous adresse même pas la parole. Heureusement, 95% des clients sont très sympas. Comme nous avec nos caméramens. Ouais, si tu veux. Et à ce moment-là, petit à petit, on scale jusqu'à un moment où moi, j'entame une conversation avec un client. Et cette cliente, c'était une dame qui s'appelait Stéphanie Adjar, qui était la directrice du pôle innovation de chez Leroy Merlin. Que tu livres? Que je livre. Parce qu'elle transportait un canapé, que je livre, etc. Et moi, j'entame la conversation avec elle. Et elle me dit, est-ce que vous faites de la livraison au départ des magasins? Bon, en toute transparence, on n'avait pas imaginé au début partir au départ d'un magasin. Mais là, tu lui réponds oui, là.
Forcément. Évidemment. En plus, c'est génial, elle tombe sur toi en plus. Je dis, oui, c'est bien sûr, Évident, évident, madame. on le fait depuis, d'ailleurs, même pas un an, depuis 2 ans. Quelle question, madame. Mais c'est exactement ça. Et Stéphanie, elle me dit, ça tombe bien, c'est le gros sujet brûlant chez Leroy Merlin. Aujourd'hui, on travaille avec des transporteurs qui ne se réinventent plus. À l'heure des Uber, des Deliveroo, où tout peut être livré tout de suite. On cherche des transporteurs qui soient capables d'être beaucoup plus réactifs. Donc moi, je dis, allez, donnez-moi un magasin. Donc on part chez Leroy Merlin Donc tu lui expliques, Montigny. tu dis que c'était le fondateur de la boîte quand t'es Ouais, bien sûr. Tu sais, nous, on a un contact humain assez, tu vois, on y va direct et ça C'est passe génial bien quand même avec le client. l'anecdote. Ah ouais, j'en ai plein d'ailleurs d'anecdotes. Mais celle-ci, c'est vrai que ça a été un élément déclencheur pour Trust. Et là, on part en magasin et effectivement, on se rend compte d'un truc. C'est que le magasin, ils ont limite un cahier ils téléphonent au transportant en disant Gérard, est-ce que tu es disponible demain ou après? Ah non, malheureux. Appelle René. Appelle René où je suis full pendant 2 semaines, quoi. Parce que pourquoi? Ils ont 1 ou 2 camions et en fait, tu as des volumes qui sont énormes sur ces magasins. Et tu as des livraisons qui ont des délais monstrueux de 2 à 3 semaines sur des créneaux de 8h à 20h. Vous avez tous connu le créneau 8h-20h où tu dois attendre chez toi pour ta livraison. Et nous, on se dit, voilà, là, le market fit, il est là, on va killer le game et on va leur dire, nous, on livre le jour même sur un créneau de 2 heures que le client en magasin choisit. Et effectivement, on code un petit truc très simple qu'on met à disposition de chaque vendeur en magasin derrière son ordinateur. Et en fait, le vendeur, il prend toutes les informations et il a une simple question à poser, c'est à quel moment voulez-vous être livré? Donne-moi un créneau de 2 heures. Ouais, sur un créneau aussi bien le jour même, J+1, J+2, J+15, comme tu le souhaites. Et en fait, c'est pas compliqué. En 5 jours, on a pris 100% du volume. Donc là, on s'est dit, mais c'est colossal. Et en fait, c'est un volume qui est régulier, récurrent, avec des équipes sur place qui sont des préparateurs de commandes. Donc tout va beaucoup plus vite parce que la clientèle du Bon Coin, elle est compliquée. Oui, j'ai un canapé à transporter. En fait, t'as un salon marocain, quoi. Ouais, donc, tu vois, tout est... Tu réinventes à chaque fois la même chose. Enfin, ces clients sont différents et tout. Tu te dis, tu vas scaler. Et à ce moment-là, on a dû prendre une décision assez claire, c'est de se dire, est-ce qu'on fait du B2C ou est-ce qu'on fait du B2B2C? Et là, on s'est dit, sans hésiter, on part sur du B2B2C. Donc là, de cette manière-là, donc Sarah est arrivée. Il y a 8 ans, Antoine également, Loïc, en fait, qui sont toujours membres du COMEX, directeur commercial, directrice d'opération, DRH, etc. Et notre objectif, c'était de créer une boîte pour du B2B2C et non du B2C. Question, c'est quoi que tu as dû hacker qui a été compliqué pour remplir les créneaux derrière? Parce que tu me disais qu'ils étaient les camions, les transporteurs. Ouais, forcément, ce qu'on disait, c'est que... C'est quoi le truc que tu as craqué, quoi? Au début... tu rentres en gros, c'est de la négociation avec le transporteur. C'est lui dire, écoute, on lance un magasin. Moi, ce que je te propose, c'est que tu mettes ton camion à 100 mètres du magasin. On s'arrangera entre nous en disant, je te donnerai plus de courses. Au début, je t'alerte quand c'est bon. Dans le commerce. Donc, il mettait en général, il arrivait à 8h30 à 100 mètres du magasin. Et ensuite, on attendait les commandes. Mais en fait, comme un Leroy Merlin Montigny, ça fait peut-être 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, si tu veux, ça va très, très vite. Ouais, c'est comme une gare, quoi. Voilà, exactement, ça allait assez vite. Donc, c'était vraiment c'était gagnant pour tout le monde. Et donc voilà, donc on a fait de cette manière-là en se concentrant sur du B2C. Et l'objectif... qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu abandonnes le B2C? Comment tu... Non, on a toujours laissé le B2C. En fait, on avait créé une petite... là, on a automatisé une petite plateforme. En fait, tu énumères tout ce que tu as envie de transporter et ça te donne un prix. Donc aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais dans quelques mois, on devrait arrêter parce qu'on a un nouveau site internet qui sort et avec une nouvelle tagline, etc. Donc, on est dédié aux professionnels. Et le particulier, on devrait aujourd'hui, en toute transparence, le particulier, c'est 0,5% de mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est quoi le business model maintenant? Alors, voilà. Et à ce moment-là, quand on a fait du B2B2C, on a dû changer de statut, un statut important, c'est qu'on est devenu commissionnaire de transport. Donc, commissionnaire de transport, c'est un statut qui est réglementé aujourd'hui. Vous êtes responsable de la livraison de A à Z. Ouais, tu as une licence. Voilà, t'es commissionnaire. C'est mon associé qui a appris 800 pages par cœur et a passé un diplôme d'État pour devenir commissionnaire. Commissionnaire, c'est organisateur du transport. Voilà. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'organiser le transport. Donc, Trust, en fait, à partir de ce moment-là, ça consiste en quoi? C'est que nous, on va sous-traiter la livraison à des transporteurs.
Donc, quand je dis bien des transporteurs, ce ne sont pas des auto-entrepreneurs, ce sont des sociétés de transport. On va vérifier via la Trust Academy qu'on a créée dès le premier jour la conformité de toutes ces boîtes. Ça, c'est très important parce que, en toute transparence, le monde du transport, il y a beaucoup de boîtes voilà, à boire et à manger exactement. Et comme on est responsable 100% du transport, on se doit de travailler avec des sociétés qui ont pignon sur rue et qui sont légitimes. Et donc, on va vérifier la conformité. Et à partir de ce moment où tout est vérifié, cette société va nous mettre à disposition 2 types de véhicules qui sont des 12 et des 20 mètres cubes, avec un chauffeur et un manutentionnaire qui sont 2 de ses salariés. Et ensuite, à partir de ce moment-là, nous, on va lui envoyer des livraisons toute la journée. Du flux. Donc, ils sont floqués, Trust, ces fameux camions? Non, alors ils sont pas. Ça dépend lesquels, parce qu'on a une filiale qui s'appelle Trust Rental, où là, on a acheté des véhicules. On a une centaine de véhicules électriques qui, là, aujourd'hui, sont floqués Trust parce qu'on les reloue à nos capacitaires. Mais le reste, tu peux le faire, mais aujourd'hui, on l'a pas poussé davantage. Voilà. J'ai compris. Et ensuite, donc, on va leur envoyer 2 types de flux qui sont les 2 business models de Trust. Le business historique de Trust, on appelle ça le départ magasin, c'est-à-dire qu'on vient récupérer la marchandise en direct dans les magasins de nos clients, donc dans 4 domaines différents qui est l'ameublement, le bricolage, l'électroménager et le BTP. Donc dans ces 4 secteurs-là, on va envoyer des camions pour aller récupérer la marchandise et livrer les clients sur des créneaux de 2 heures. Et l'autre business qu'on a lancé pendant le Covid, c'est la partie logistique. On appelle ça du cross-docking. Donc aujourd'hui, on a nos propres entrepôts. Donc on a décidé de prendre des risques et de prendre nos entrepôts. Donc aujourd'hui, on a un peu moins de 20 000 m² d'entrepôts avec nos propres salariés et nos intérimaires dans ces entrepôts-là qui, eux, réceptionnent la marchandise de nos clients, qui sont déjà... En fait, c'est de la marchandise qui a déjà été achetée par les clients. Et ensuite, nous, on vient la récupérer dans nos entrepôts. On vérifie que ces commandes sont bien complètes. Et ensuite, on crée nos propres tournées. Donc, on optimise des tournées. Et le capacitaire, le trusker, le livreur, vient récupérer non pas une commande dans un magasin, mais une tournée de livraison en direct de nos entrepôts. Voilà. Mais du coup, c'est du cross-docking. Cross-docking. Mais du coup, l'exemple typique, c'est je vais sur le site de Leroy Merlin, j'achète, je sais pas, un canapé, par exemple. Il n'y a pas de canapé, je crois, chez Leroy, mais genre du carrelage. Du carrelage, voilà, exactement, on sera plus réaliste. Le carrelage, et donc du coup, là, Leroy Merlin l'envoie dans ton entrepôt. Alors, Leroy Merlin, c'est pas un bon exemple parce que en général, tout part des magasins Leroy Merlin parce que eux, ils ont de la place pour stocker. Mais je te donne un autre exemple. Alinea, par exemple. Alinea, tu peux commander sur Internet. Et ensuite, nous, on va recevoir la marchandise la veille de la livraison de ce client-là, donc de toi. Et ensuite, soit on a suffisamment de livraison avec Alinea et dans ce cas-là, on fait des tournées dédiées. Soit autrement, on mutualise avec d'autres enseignes. Mais en tout cas, Alinea, son challenge, c'est de te livrer toi ta plateforme et après, c'est toi qui livres le client. Alors, soit eux nous envoient des poids lourds en direct dans nos entrepôts, soit c'est nous qui gérons cette partie-là également. Ok, top. Et ensuite, on gère le dernier kilomètre. Donc, on livre dans la pièce du choix du client avec récupération de l'emballage, récupération de l'ancien, donc ancien canapé, ancien matelas, et montage ou installation si besoin. Avant qu'on passe au point de scale, il y a quand même beaucoup de technologie derrière que tu as... Ouais, alors c'est plus... peut-être aborder quelques points. C'est Jonathan qui a développé justement toute cette partie-là. Donc, effectivement, en synchro avec toutes les équipes, mais... Toute la qualité de Trust, c'est l'optimisation, c'est l'organisation du transport. Ce qui nous permet aujourd'hui de gérer 1 million de livraisons, c'est grâce à la tech qu'on a bâtie dès le premier jour. En tout cas, ouais. Donc, ouais, t'as raisonné la boîte comme une boîte tech. Alors, au début, on était très tech, effectivement. Tu sais, c'est un peu l'ère The Family où tu te dis c'est de la tech, etc. Mais en fait, nous, on a un métier qui est d'opération. C'est du terrain, quoi. Donc, la tech est au service des opérations. Et c'est pas la tech je dirais pas que c'est la tech en premier, c'est les opérations. Et la technologie chez nous est au service des opérations. Mais c'est ce qui a fait la différence avec d'autres transporteurs. Voilà. Alors que les autres transporteurs ne sont pas du tout tech. C'est beaucoup de mano et c'est beaucoup d'utilisation de SaaS existants. Mais ta tech apporte de l'efficience pour ton métier et c'est pas de la tech pour ton client. Exactement. Tu ne revends pas de la tech. Ouais. Peut-être que ça vaut le coup qu'on passe au point de scale. Tu l'as dit et maintenant vous arrivez à un nombre de livraisons annuelles qui est hyper importante. Et on a pas mal discuté de ça ensemble. C'est que la complexité, c'est de garder le contact avec le client. Et du coup,
tu le perds forcément un peu quand tu commences à monter, à scaler, etc. Et vous avez changé l'organisation pour se dire, attends, à la fin, le client, il a toujours raison. Moi, s'il est pas content à la fin, genre ça remonte et ça dégrade vite ton NPS. Donc, tu as intérêt à être hyper proche du terrain. Donc, tu peux nous expliquer et revenir sur comment on fait pour garder ce contact avec le client, s'assurer qu'on a toujours un NPS qui est topissime, et comment tu as redonné du pouvoir en local pour t'assurer que ça aille plus vite. Alors, bon, nous, on a été. Trusk est quand même connu pour avoir quand même plus de 80 de NPS. Donc, ouais, c'est. On peut expliquer le NPS quand même, parce que juste le Net Promoter Score, mais. Ouais, c'est le Net Promoter Score. En gros, tu as des détracteurs, je crois que le détracteur, c'est entre 0 et 7. D'accord. Ensuite, t'as les neutres, 7 et 8, et après, t'as les promoteurs, voilà. Et ensuite, tu fais la différence et ça te donne un score de satisfaction, qui est de 80, donc aujourd'hui, qui est un très bon score dans la livraison. D'ailleurs, je crois qu'on arrive à 19 000 commentaires sur Google. Je crois qu'on est à 4,6 sur 5. Monstrueux. Donc, surtout pour du transport. En fait, on en est vraiment très, très fiers. Et donc ça, l'objectif, c'est toujours de continuer dans cette lignée. Parce que comme tu l'as dit, le client dans ce business-là est je veux dire, est roi, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'ai envie de dire comme plein d'autres boîtes, mais surtout dans les boîtes opérationnelles, c'est que t'es tout le temps en train de réorganiser ta boîte. La boîte n'a plus rien à voir avec une boîte qui traitait 200 000 livraisons, 500 000, 600 000. Là, on a atteint le cap du million de livraisons et on commence à comprendre que, en fait, la structure est en train de changer, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que Sarah, qui est arrivée, qui était la directrice des opérations pendant 7 ans dans la boîte, est arrivée en disant, voilà, moi, j'ai mon appétence maintenant beaucoup plus opérationnelle. Je pense qu'il y a encore des problèmes qu'il faut qu'on arrive à résoudre le plus rapidement possible. Et comme je te le disais tout à l'heure, quand tu grossis assez rapidement, parce qu'on fait quand même une croissance de 15 à 20% par an, pardon. Et les problématiques ne sont pas les mêmes. Et là, la problématique qu'on a aujourd'hui, alors après, ça va dépendre des clients, ça va dépendre des zones. Parce qu'on est sur un métier qui est que j'aime dire à mes équipes, local. Donc, il faut penser global, mais il faut agir local. On a toujours, depuis le premier jour, agi localement. Mais le problème, c'est quel est le pouvoir que tu donnes aux équipes sur place. Et effectivement, il y a des moments où tu grandis, tu rencontres des chefs d'entreprise, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont plus ou moins bien scalé. Et parfois, tu te crées en fait une usine à gaz alors qu'on ne devrait pas créer cette usine à gaz. Oui, mais parce que la logique voudrait que en fait, plus tu grandis, plus tu es obligé de centraliser, tu es obligé de global. T'es obligé de centraliser. T'es obligé de centraliser pour command and control. Pour avoir d'efficience. Mais paradoxalement, c'est le local qui est le premier contact avec le client. Voilà. Et le client, il est où? En fait, il est dans une région, il est au fin fond de Nice, il est à Marseille. Et donc, si t'es pas capable d'agir de cette manière-là, en fait, c'est que t'as rien compris au transport, quoi. Et effectivement, tu dois centraliser, mais il y a des choses que tu ne peux pas centraliser. Je vous donne un exemple, c'est la base du transport, c'est les chaussures de sécurité, c'est le gilet, il y a plein de choses qui se passent. Donc, tu dois faire une livraison. Être bien présenté, quoi. Ouais, être bien présenté. Et donc, à ce moment-là, tu vois, le magasin faisait remonter, par exemple, le Trusker n'a pas ses chaussures de sécurité, qui était remonté directement à une personne qui était dans la région de PACA, par exemple, qui, celle-ci, te remontait directement à notre pôle CAPA. Donc, en gros, qui faisait un ticket. Et donc, au final, ton temps de réaction est beaucoup plus important. Mais pourtant, comme tu l'as dit, notre objectif, c'est de centraliser, de gérer la data pour que on puisse être le plus efficient possible. Et avoir des standards, ouais, clair. Et voilà. Et quand tu gères beaucoup de volume, tu peux pas être micro. Et en fait, tu te rends compte que tu dois redonner le pouvoir aussi sur le terrain. Et là, on le vit avec, tu vois, certains clients. Et effectivement, on a redonné un peu plus de pouvoir sur certaines tâches au terrain et on voit des améliorations, mais monstrueuses en l'espace de 2 semaines. Ouais, parce que du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand tu dis que tu as redonné du pouvoir, c'est-à-dire que
le gars il s'aperçoit qu'il n'y a pas les chaussures de sécurité. Il appelle le capacitaire directement et il voit avec lui. Tu vois, ça t'évite de remonter à Paris. Je veux dire, quand je dis remonter à Paris, d'envoyer un mail ou de faire un ticket, nanani, nanana, et qui manque de réactivité. Et nous, on est dans la réactivité. Et ton client, il est content parce que la fois d'après, il se dit pas, le lendemain, il voit pas encore le même problème qui arrive. En disant, et c'est quoi l'équilibre entre la data qui est importante pour le siège et la petite réaction locale, quoi? L'équilibre, c'est une très bonne question. Non, mais je peux pas te dire aujourd'hui l'équilibre qu'il doit y avoir. C'est un ressenti. Tu responsabilises un minimum. C'est voilà, t'es obligé de responsabiliser. Mais de toute façon, on est sur un métier où tu vas livrer Madame Michu dans le sud. Si ça se passe pas très bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Madame Michu va contacter le directeur du magasin ou va directement contacter le magasin, qui ensuite, en général, va être mécontente, qui ensuite, ce directeur de magasin va contacter notre acompte, qui notre acompte va nous renvoyer le message. Mais si tu veux, c'est assez virulent parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, je sais pas, mais moi, c'est là où je me rends compte, c'est que parfois, on livre des gens en retard ou malheureusement, on a des problématiques de la livraison. C'est que j'ai l'impression qu'on leur a annoncé que ces gens-là avaient une maladie grave et qu'ils allaient mourir demain. Par contre, il faut peut-être préciser un truc dans ton métier, c'est que tu achètes quelque chose cher et c'est vous le représentant qu'on a face à la porte. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, je suis entière... C'est ça qui est chaud dans le métier. J'ai pas de problématique là-dessus. Et tu as raison. L'objectif, c'est de livrer en temps et en heure sur un créneau. Mais tu l'as dit toi-même. Est-ce que tu as connu l'ère Hidalgo? Bon, bah, tu vois, typiquement, tu vois le trafic aujourd'hui parisien, il est compliqué. Donc, du jour au lendemain, tu as un sens interdit, tu as des aléas dans tous les sens. Donc, en fait, on doit s'adapter. Moi, ce que je prône plus, c'est peut-être d'essayer de livrer moins rapidement, tu vois, parce que les gens, parfois, ils veulent être livrés le jour même, mais plutôt essayer de travailler vraiment sur la livraison, sur le créneau horaire, quoi. Si je dis je livre entre 8h et 10h, je te livre entre 8h et 10h. En revanche, peut-être pas le livrer le jour même, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que tu as un métier un peu de gardien de but. C'est-à-dire qu'en gros, tu l'arrêtes, on dit c'est normal, c'est ton job, et personne va te féliciter, et ça marche pas, on dit putain, mais quel con, il a pris le but, quoi. Et en fait, toi, ton intérêt, c'est quand même de très rapidement déminer le truc dans le terrain. C'est ça. Il faut tout déminer tout de suite. En fait, on est toujours dans la réaction. C'est ça que la difficulté dans notre métier. Et puis le petit problème anodin jusqu'à la grosse merde. Le petit problème voilà. Des chaussures, quoi. C'est un bon exemple, bonne anecdote. Alors, on fait plus de 30 kilos, mais d'ailleurs, je l'ai pas. Si tu l'as dit tout à l'heure, mais on est spécialisé sur le plus de 30 kilos. Donc, on fait pas de petits colis. On est uniquement sur des colis volumineux. Mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on est 7-7. C'est-à-dire, il y a, je crois, 2 ou 3 jours dans l'année où on est fermé. Le 24, le 25, le 1er janvier et le 1er mai. Ce sont les seuls jours où on est fermé. Attention, Thomas, ils avaient dit de pas taper à la table. Depuis tout à l'heure, t'es en train de... Voilà. Donc, c'est un métier qui est très challengeant. Un autre point que j'avais envie d'aborder avec toi et qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, et pourtant je pense que c'est un des grands... Tu veux dire dans l'ensemble des numéros? Ouais, dans l'ensemble des podcasts, un sujet qu'on a peu abordé. Il y a combien de numéros d'ailleurs? 72. Ah ouais, donc c'est... Ouais, non, on est un podcast sérieux. C'est un sujet qui est pas facile, je pense. C'est un sujet où tu nous as dit, Sarah, elle était là depuis longtemps, c'était la COO, ouais, donc directrice des opérations. Et t'as senti qu'à un moment elle avait besoin de grandir, elle a besoin. Puis d'abord, elle est probablement très douée. Et tu t'es dit, il faut que j'accepte. Et c'est mieux pour l'entreprise que je prenne un rôle de président avec tout ce que ça définit, mais du coup que tu laisses la place de CEO, donc elle gère en fait la société. Je pense que c'est une étape pas facile, et je pense que c'est un certain renoncement. Tu vas nous en dire plus, mais en tout cas, t'as considéré que c'était clé pour faire grandir la boîte. Et ça veut dire qu'il faut que tu te réinventes et que tu laisses monter les autres. Tu peux revenir sur cette séparation des rôles, comment tu l'as vécu? C'est peut-être expliquer bien la séparation entre CEO et président. Exactement. Ça veut dire quoi être président versus... Alors, président aujourd'hui, c'est... nous, on a levé un petit peu d'argent, donc c'est effectivement... on a une très bonne relation avec d'ailleurs nos investisseurs. Donc moi, aujourd'hui, je suis en contact avec les investisseurs. C'est de déterminer la stratégie, évidemment, avec le COMEX, mais que cette stratégie elle soit claire et précise. Après, il y a un rôle qui est un peu avec le CEO et le président, c'est de mettre un terreau en fait
je veux dire, une structure de base pour la société la plus saine possible, quoi, pour que chacun puisse s'exprimer et que chacun puisse être le plus performant possible. Ça, c'est vraiment notre objectif, c'est de prendre suffisamment de recul pour que on mette les gens dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent réussir. Ensuite, être garant aussi de cette culture. Ça, c'est, on en parlait, mais la culture est extrêmement importante et on a toujours fait un point d'honneur là-dessus. Et ensuite... Ce qu'on appelle la culture en un mot, peut-être. Bon, la culture, c'est l'ambiance que tu arrives à mettre dans la boîte, c'est d'essayer d'avoir, encore une fois, pour que les gens puissent travailler ensemble, tu vois, et soient complémentaires, parce que tu peux avoir la meilleure personne qui soit, mais si elle est individualiste, surtout dans notre métier, en fait, ça va pas le faire. On a eu plein de candidats qui étaient excellents sur le papier, sur un CV, mais qui fitaient pas avec la boîte, quoi. Donc, ça reste le rôle du président. Mais enfin, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui reste dans le président doit s'occuper de ça, doit s'assurer que la culture. Non, avec Sarah, Sarah, mais moi j'ai toujours été très porté sur l'humain et c'est vrai que j'aime beaucoup ça en fait. Donc Sarah, on s'échange naturellement nos rôles là-dessus. Mais donc toi, tu restes quoi? Tu restes son sparring partner? Voilà, j'ai un sparring. Voilà, c'est le sparring partner aussi, c'est que j'accompagne Sarah sur, en tout cas cette année-là, parce que on a annoncé ça en janvier 2025. Donc pendant un an, je l'accompagne. Et ensuite, notre objectif aussi, c'est prendre un peu de recul et sur comment on essaie de passer des étapes de taille de boîte. Et typiquement, notre objectif là, et je le fais beaucoup avec mon associé qui est le CFO, c'est d'essayer de racheter des boîtes. Donc de la croissance externe. Des petits transporteurs? Alors des petits ou des gros. donc c'est ça, mais de travailler aussi là-dessus, quoi. Et en plus de prendre des vacances. Non, mais en fait, c'est une séparation des rôles qui se fait, je pense, un peu naturellement aussi, parce que du coup, ça très très compétente dans toute la gestion de la société. Et toi, ça te permet de prendre plus de champ, de garder la vision, d'embarquer tout le monde. J'imagine, et on va revenir sur la culture d'entreprise, de toi prendre du recul pour aussi accélérer le développement quelque part, parce que c'est pas quand t'es le nez dans les opérations que t'arrives forcément à... Ouais, parce qu'il a commencé à livrer, c'est ça. Ouais, t'as commencé à livrer et maintenant tu gardes ça. Et j'imagine que de toute façon ça se travaille avec le temps. Je voulais revenir sur la culture d'entreprise. Vous avez mis quelques trucs assez originaux sur ta culture d'entreprise, parce que c'est un truc, on en parle tout le temps, etc. et tout. À la fin, comment tu fais vivre ça? Tu peux revenir. Moi, j'ai bien aimé ton exemple où tu nous dis, en fait, je vais demander aux collaborateurs. C'est quoi? C'est une fois par semaine, c'est ça? Ouais, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Tu demandes aux collaborateurs, à certaines équipes, donc ça tourne, d'aller expliquer comment dans leur quotidien, ils expliquent à tout le monde dans leur quotidien comment ils ont appliqué les valeurs du groupe. Ouais, comment ils ont incarné une des valeurs. Donc, ils choisissent parmi les 5 valeurs de Trust qui ont été créées il y a quasiment 7 ans maintenant. Mais c'est pas des valeurs ambition. Corpo, quoi. C'est vraiment des valeurs qu'on a créées de toutes pièces, qu'on incarne vraiment. C'est pas le PowerPoint qu'on te remet chez L'Oréal quand t'arrives, quoi. Donc c'est la suite nous attend au sommet. Ça, c'est un peu l'hashtag ambition. C'est... savoir profiter des bons moments, voilà, faut savoir fêter les victoires. Des anecdotes là-dessus, j'en aurais bien. Ouais, t'as plein de trucs. Je vais aller bosser chez Trust. Quand on a gagné les gros contrats, effectivement, il y en a que je pourrais pas dire au micro, mais que je vous dirai peut-être en off derrière. Mais voilà, savoir profiter des moments, c'est en faisant des erreurs qu'on devient les meilleurs. C'est hashtag la meute, on se laisse pas tomber. C'est toi qui les as écrits? Non, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est enfermé, je crois, c'était un an après la création de Trust, avec une boîte qui s'appelle Fly the Nest. Je sais pas si ça vous parle. Voilà, qui on s'est mis dans un château et en gros, je crois qu'on était une vingtaine à ce moment-là. Et quand tu grossis, c'est là où tu as vraiment le ressenti et le besoin d'avoir des valeurs sur lesquelles tu dois te rattacher pour des recrutements, pour la vision de ta boîte, etc. Et là, on a travaillé pendant 3 jours non-stop et on en est sorti avec ces valeurs-là qui ont été modifiées avec le temps, mais aujourd'hui qui sont la base de tout en fait. Et ça va de tous les lundis où chacun volontairement prend la parole en disant voilà, moi j'ai incarné on se laisse pas tomber, hashtag la meute. Pourquoi? Parce que effectivement on a eu un problème au service client, j'avais besoin de monde, tiens je suis venu aider, nanani nanana. Ouais, c'est ancré quoi maintenant. Ouais, c'est vraiment ancré. Et ensuite cette personne là qui a pris la parole doit désigner une autre personne et il y en a 3, donc ça dure 5 minutes et c'est assez intéressant. Donc ça tu as gamifié le truc. Ouais, on essaie toujours en fait le plus important dans tout ça, c'est il faut toujours qu'on s'amuse.
Ça, j'ai toujours dit, et de toute façon, je partirai de cette boîte le jour où je m'amuse plus. Si demain, t'es racheté par un très gros corpo et qui commence à mettre effectivement des process dans tous les sens, il faut avoir une validation de je sais pas qui, de nana, ce que je peux comprendre, hein. Mais je fais plus. Moi, j'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin d'arriver au bureau, d'être content d'arriver au bureau et de voilà. Mais pour rebondir sur ce que voir dit les gens. Aymeric, c'est important ce que tu dis, c'est que la culture, c'est quand même le socle d'une boîte. Et le jour où son CEO il se barre, Il y a bien c'est un là où ça truc explose. que j'ai bien vu par rapport aux boîtes précédentes, même s'il y a des cultures, mais là, c'est celle qui est, on va dire, la plus successful. C'est que la culture, c'est primordial, quoi. Et tu dois être vigilant là-dessus, tu vois. C'est pas un mot simple. C'est pas comme facile ça, de faire culture. vivre. Je trouve que ton histoire de reprendre le lundi matin, etc., d'essayer de Mais ça, montrer des exemples c'est concrets. rien, en fait. Ouais, mais ça participe au fait que c'est concret. En fait, c'est pas juste une tagline, quoi. Ouais. C'est comme je te dis, tu incarnes vraiment les valeurs. Et à chaque entretien qu'on fait avec un nouveau, on lui donne les valeurs. C'est comment t'as incarné ces valeurs, Tu quelles parles sont pas tes du valeurs métier d'abord. préférées, pourquoi t'incarnes pas celle-ci. Donc voilà, mais on doit détecter, on doit détecter en chacun les valeurs qui sont importantes pour le bien du groupe et pour avancer dans la même direction. Et un autre truc que vous faites qui est assez amusant, je trouve, c'est votre journée d'immersion. Alors là, tu pourrais dire, en fait, t'as recruté, puis tu fais la journée d'immersion, il vient d'arriver. Non, toi, en fait, avant de recruter, tu fais une journée d'immersion, et à la fin, il y a une espèce de go-no-go en disant, bon, on a réussi à bosser avec ce mec-là pendant une journée, ça va le faire ou ça va pas le faire. Ouais, bah, moi, je pars du principe que quand tu t'engages dans une boîte, c'est pas pour quelques mois, c'est pour plusieurs années. Et donc, que ce soit pour nous et pour le candidat, c'est très important d'être immergé un peu dans la société. Donc, ça peut être très expéditif, hein, ça peut durer 1 heure parce que, bon, lui n'a pas de temps à perdre, nous non plus. Ou c'est la journée complète. Et à la fin, c'est effectivement des échanges avec le COMEX, de savoir est-ce que cette personne est compatible avec Trust Le ou pas. ressenti. Le ressenti. Et c'est vrai que parfois le process peut prendre un peu de temps, mais typiquement, je pense que c'est vraiment une botte secrète chez Trust. Mais bon, après, t'es jamais sûr de l'humain. Hein. Vous connaissez aussi bien que moi. Hein. T'as des bonnes et mauvaises surprises. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. Regarde avec donc, Julien Laure, les surprises qu'on a eues avec celui-là. Oh là Ouais, là. on a mis du Heureusement temps. qu'il est pas là. On a réussi à... On a réussi à s'en séparer. c'est Ouais, bon. c'est pas mal. Reste à Cannes, Juju. Non, mais écoute, je trouve ça vraiment inspirant, surtout que c'est concret finalement. Si on résume, pour bien séparer ces fonctions, c'était difficile pour toi d'accepter. Est-ce vraiment qu'on de peut devenir juste, président Aymeric, juste en 2 mots, dire c'est quoi la fonction d'un CEO, tu sais, des bullet points et du président? Putain, tu me poses une question là. Alors, président, donc gérer la relation avec les investisseurs, D'accord. la stratégie, la croissance externe. Donc toi, et la tu culture. regardes devant. Voilà, je regarde T'es devant. la vigie, quoi. Moi, en fait, je mets plus. Alors, effectivement, moi, je suis tout le temps au COMEX aussi, parce qu'on a un COMEX tous les lundis matins. Donc, je participe à tous les COMEX pour être au courant de tout ce qui C'est se passe. important, ouais, tu Et j'ai un continues, point, ouais. et j'ai un point toutes les semaines avec Sarah. Et moi, je reste dans le bureau. Donc, en fait, si tu Mais veux, t'as pas d'équipe. non, j'ai pas d'équipe. Je suis à côté de mon associé comme si j'étais un stagiaire, parce que j'ai laissé mon bureau à Sarah, parce que c'est une grande salle de réunion. Donc, et elle a besoin d'être enfermée aussi. Et en gros, moi, je suis dans les équipes et je fais mon tour. Je vais discuter avec plein de gens et voilà, je prends le pouls de Trust. Quand j'ai un doute, je vais voir Sarah. Je lui dis bah voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Nanani, nanana. Donc elle, voilà, c'est du ping-pong, c'est du sparring CEO, partner. elle gère l'opérationnel. Voilà. Moi, je ne mets plus les pieds dans l'opérationnel. D'accord, c'est ça qu'il faut dire. Quand il y a des gros sujets, tu vois, tout à l'heure, je suis allé voir Sarah, je lui ai dit comment je peux t'aider. Elle m'a dit bah voilà, et là c'est ce que je vais faire. Je vais dans des magasins, voilà. D'où le rôle Mais de c'est l'appartement. mais c'est pas que les opérations, parce que du coup, tu lui délègues à les CEO. Donc Ah non, mais tu tout. as délégué voilà, toute la gestion de la boîte. Tout. Maintenant, ça va des ressources humaines. En fait, toute la boîte, la partie financière. Alors, non, je garde un pied sur la partie financière. Bon, j'ai mon associé qui est aussi sur cette partie financière, qui est quand même le nerf de la guerre. Mais tout le reste, je délègue tout à ça. En gros, t'en as un qui fait la vision et l'autre qui délivre le quotidien, quoi. Ouais, exactement. Et je pensais avoir plus de temps. Je pensais que j'allais avoir plus de temps que... non, mais là, cette année aussi, il faut profiter un petit peu. Tu vois, lever un petit peu le pied, c'est important aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 9 ans après, je suis ici. C'est que, typiquement, j'ai toujours pris soin de bien prendre des vacances, tu vois, de voir mes potes. J'ai jamais été, tu vois, peut-être au début, tu vois, non-stop à bosser. Mais tu vois, aujourd'hui, quand t'as même, une Rick, famille. quoi. T'es tranquille, quoi. Parce que tu bosses pas trop. Hein. Je dors. Non, il manque le teint pour les mecs.
Mais mais tu vois, au final, de toute façon, c'est pas la première fois que vous avez entendu ça, mais une startup, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon sprint. Donc en fait, tu dois prendre soin de toi si tu veux. Donc si tu prends pas soin de toi, en fait, comme tu es le capitaine du bateau, je veux dire, c'est important, quoi. Mais là, tu vois, la clé dans tout ça, et je sais que tu voulais me poser cette question-là, c'est que moi, si tu veux, c'était Sarah, pour moi, c'était une évidence. Tu vois, je me suis même, en fait, c'est là où je me suis dit, si tu vois, j'ai plus Sarah et je vais devoir, alors au début, j'étais pas parti pour laisser ma place. C'est plutôt Sarah qui est venue me voir en me disant. Ouais, mais t'as pas mis d'ego là, tu vois. Ah non, mais Sarah, elle est venue me voir en me disant, j'ai besoin d'un nouveau challenge. Et moi, je me suis dit, bon, bah, t'as besoin d'un nouveau challenge, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, attends, Sarah, tête bien faite, grande école de commerce, elle met les mains dans le cambouis. Et en fait, il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, si tu veux. J'encourage tout entrepreneur d'avoir justement des personnes comme Sarah. Bon, j'espère que personne n'ira débaucher Sarah, mais typiquement, Sarah, je la considère comme un membre de ma famille. C'est vraiment. C'est une relation très proche. Ah ouais, mais je crois que chez Théodo, c'est un peu votre modèle aussi, non? Ouais, les cofondateurs, ils sont pas assez... opérationnels. Enfin, ils regardent devant et ils ont des opérationnels CEO un peu à tous les étages. Je pense qu'à un moment, c'est sain de faire ça. Après, ça dépend ce que tu veux. Nous, on veut construire un vrai leader européen de la livraison du dernier kilomètre. Tu vois, on n'est pas là à rester, tu vois, une petite boîte. C'est qu'on veut vraiment aller très très loin. Et voilà, et ça coule de source. Et en fait, je pense qu'on avait raison avec mon associé dans le sens où aujourd'hui, ça se passe très bien, tu vois. Et pourtant, c'était le premier CV que j'ai reçu de la directrice d'opération qui n'était pas du tout dans les opérations. Et mes investisseurs ça n'avait pas été le premier choix de mes investisseurs. Et c'est moi qui ai poussé le CV en disant, je sens bien Sarah. Et comme quoi, il faut suivre son instinct. Donc, aussi. les leçons quand même, hein, c'est mettre son ego de côté parce que finalement, c'est mieux pour la boîte. Quand tu as des gens qui vont vite, qui poussent, et il faut savoir leur donner de l'espace. Et ça, tu peux le faire que si aussi tu es sûr que tu as une culture d'entreprise qui est très forte et que tu as un alignement humain qui est très fort. Bah, clairement, tu vois, là, on a quelques personnes du COMEX qui sont parties parce que ça faisait 8 ans qu'elles étaient là. On essaye de les remplacer, tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où tu dois avoir, quand tu as un COMEX qui est présent depuis 6 ans, qui n'a pas bougé et que tu veux remplacer cette personne-là, c'est dur. Et donc, imagine tu vois, le poste de directeur général, c'est compliqué, quoi. Et si moi, en fait, non, il n'y avait pas d'autre option que Sarah aujourd'hui. Je ne serais pas allé chercher quelqu'un de l'extérieur. J'aurais gardé ma place. Et tu l'as fidélisé sur les 10 prochaines années. Ouais, alors après, tu vois, on a des grosses ambitions avec Sarah. On va aller très loin. Mais tu vois, pareil, moi, ce que je lui ai dit, je veux que tu te sentes bien dans la boîte. Et donc, en fait, je vais essayer de me reculer le plus possible pour te laisser la place. Garder ta culture et garder la culture qui est si forte chez Trust qu'elle en est consciente. C'est pour ça qu'elle est restée aussi. Et toi, tu vas créer un rôle qui va être aussi fort et puissant pour le développement. Ouais, voilà, exactement. On verra. De toute façon, ça va se dessiner au fur et à mesure. Tu vois, hyper intéressant. Mais en tout cas, on est heureux, quoi. Tu veux conclure, Julien, avant qu'on passe aux questions ouvertes? Non, tu peux peut-être passer sur le endgame, non? Ouais, là, j'ai l'impression qu'on en a un peu discuté. Ou en tout cas, nous, on aime bien finir un peu sur des questions. Donc, déjà, où est-ce que tu vois la boîte? Donc, leader européen, j'ai l'impression, mais aussi comment tu réussis donc à trouver un peu ton équilibre avec cette vie pro, vie perso pour être le capitaine encore vivant et à fond et motivé pour la boîte. Un peu des habitudes. C'est de passer beaucoup de temps en famille, hein, parce que j'ai 2 petites filles de 1 an et 3 ans. Donc, moi, c'est toujours un point que j'ai toujours dit, c'est que je veux voir grandir mes filles. Donc, là-dessus, c'est... Donc, tu te bloques du temps le soir. Ah ouais, j'ai pas de... J'ai pas de soucis là-dessus. Non, en fait, comment dire, je passe de très bons moments avec Trust, parce que les gens sont... Voilà, je m'entends très bien avec eux. Comme je te disais, la culture est très forte, donc forcément ça change un petit peu parce que au début t'as pas d'enfant, tu vois. Moi tu vois, j'avais pas d'enfant, donc le soir tu peux rester tard, tu bois des canons, etc. Donc tu vois, maintenant tu le fais moins parce que tu dois gérer tes filles, mais voilà, moi je dirais profiter du temps avec ta famille. On fait beaucoup de sport aussi avec Trust, notamment avec le COMEX. On a une salle de sport à 100 mètres du bureau, donc on essaie vraiment entre midi et 2, tu vois. Typiquement, on a le COMEX le lundi de 10h à midi, tous les lundis de midi à 13h. Voilà, c'est sport pour tout le monde. On est tous au sport, avec des membres de la boîte aussi. Donc, vraiment ancrer le sport dans
dans notre rituel. Ouais, passer du temps avec tes potes. Moi, en fait, c'est vrai que la difficulté, ça a été vraiment au début. Les 3 premières années où c'est vrai que t'es un peu au four et au moulin, surtout on était très opérationnel. Mais à partir du moment, une fois tu t'organises, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus de recul. Mais c'est sûr que là, j'ai vu un gap entre président et CEO. C'est que CEO, t'es beaucoup plus stressé par l'opérationnel. Si tu gères des millions de problèmes chaque jour. Tu gères que des problèmes. Président, on va dire que tu fais des dashs de 3 heures, dis-le. Non, je dirais pas jusque-là, mais tu vois, je trouve ce qui est dur, c'est que parfois, tu vas avoir des problèmes et toi, tu vas agir de cette manière-là, alors que Sarah peut agir d'une manière différente. Et c'est juste là où on peut discuter. Ça doit être dur, ça, à faire. C'est un peu le principe du livre. C'est une habitude à prendre, mais encore une fois, comme j'ai 100% confiance en Sarah, j'ai pas de sujet là-dessus. C'est elle qui aura le dernier mot. Non, mais moi, en tout cas, pour ma part, Sarah, tu vas peut-être m'écouter, mais Sarah m'impressionne de jour en jour, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est cool, mais tu vois. Bien, en tout cas, c'est un bel exemple de faire grandir les gens. Mais de toute façon, je veux te dire, si tu veux faire grandir ta boîte, t'as intérêt à... de toute façon, on l'entend plusieurs fois, mais... Faut recruter meilleur que toi. Faut recruter meilleur que soi. Ouais, Toi, en fait, tu dois vendre cette vision, ils doivent s'identifier à toi en disant, ça y est, c'est cette personne-là avec qui j'ai envie d'aller et je sens que je peux vraiment devenir le leader de la livraison du 1 km. C'est de créer un terreau pour leur permettre de grandir. Tu vois, de les incentiver. Donc, c'est là mon rôle aussi aujourd'hui, tu vois, c'est de les emmener à un endroit. Mais par contre, Sarah, elle est là. Et on n'en parle pas assez, mais c'est clé. C'est un des sujets majeurs, nous on le voit pour passer de PME à ETI, c'est d'ailleurs le sujet qu'on a eu avec Xavier Fontanet. C'est qu'à un moment, tu es obligé de penser, quand tu as construit ta boîte, tu l'as fait bottom-up, tu as construit ta boîte à tes clients, etc. Et, tout. Et à un moment, tu es obligé d'avoir une approche top-down. Tu es obligé de penser à la stratégie, tu es obligé de penser à tes clients clés, tu es obligé de penser à ton couloir de nage, comme tu disais. Tu sais, demain, tu veux te diversifier, est-ce que tu dois faire des rachats, quel type de rachat, quels sont les services. Pour ça, et voilà, et ça finalement, tu es obligé d'y consacrer du temps parce que c'est très clé. Et donc, c'est aussi cette bouffée d'oxygène que ça va pouvoir t'apporter pour t'intéresser à ces sujets, alors que sinon tu fais ça le vendredi matin ou le vendredi soir. C'est vrai que là, avec mon nouveau rôle, je fais beaucoup plus de déjeuners qu'avant. Les déjeuners de 3 heures. Mais quand tu rencontres plein d'entrepreneurs, en fait, tu discutes de plein de choses. Et en fait, ça t'ouvre des perspectives que tu as pu. J'étais avec un entrepreneur qui m'expliquait que lui, il a fait grossir sa boîte. Typiquement, il a fait plein de rachats. Et à ce moment-là, il te donne des banquiers qui te disent, va voir telle ou telle personne. Typiquement, tu as le bon interlocuteur. Tu prends le temps de le faire. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un temps qui est en fait ultra lucratif. Dans le sens où tu vois, en fait, tu peux... Oui, t'es pas en train de procrastiner, t'es en train de... Tu peux contacter 10 banquiers, en fait, t'en auras 10 qui sont pas les bons interlocuteurs qui vont te remettre, alors que là, en fait, tu rentres directement avec la bonne personne, et c'est sûr que tu gagnes énormément de temps. Et voilà. Donc, on a vu, c'est Olivier Brouan, tu te rappelles, qui nous avait dit, en fait, c'est simple, tu sais que tu devrais le faire, mais tu consacres que du temps, notamment c'est le sourcing de nouveaux clients et tout. Et il disait, tu passes combien de temps, moi, dans mon métier, c'est d'investir. Il dit, tu passes combien de temps? 5% de ton temps. En fait, tu devrais passer 95% de ton temps. Et donc, comment tu te dégages et comment tu dégages ton temps et tu te forces? Parce que c'est trop facile, entre guillemets, de tomber dans le day-to-day, les opérations et tout, et de pas prendre de temps, justement, à cette stratégie, à ce qui importe pour le business. Et c'est pour ça que, par rapport à ce que tu dis, on peut scaler dans n'importe quel métier. C'est pas réservé qu'à la tech en tant que tel, quoi. Parce que c'est souvent on entend pour scaler, il faut être une boîte SaaS et tout, c'est faux, quoi. T'es pas une... On en parlait avec Aymeric tout à l'heure, typiquement scaler des boîtes de livraison, c'est pas facile. Mais t'as réussi à le faire. Oui, on va dire je suis pas arrivé à 100% à scaler la boîte, mais une grosse partie, de toute façon, je ne pense pas que tu puisses scaler la boîte parce qu'on est un métier qui est trop local. D'une part, des directeurs de magasins, je veux dire des vendeurs en magasin. De l'autre part, tu as des transporteurs qui sont pas forcément... qui sont très dans l'humain aussi. Tu vois, c'est l'aléa du direct. Donc, en fait, tu peux pas scaler ça, quoi. C'est difficile. La livraison de repas, je peux comprendre. La livraison de repas, tu livres un repas en pas de porte où tu n'auras pas de problème dans la cage d'escalier. Nous, tu montes un canapé au 5e étage. Allez, on va dire 3 fois sur 10, cette cage d'escalier, tu peux pas monter dedans. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et le problème, c'est si tu montes, si en fait tu prends beaucoup plus de temps à livrer la personne, et ben en fait ça décale toutes tes livraisons de derrière. Donc en fait tu vois, t'as des aléas que tu maîtrises dans le challenge, quoi. C'est un métier plus compliqué. Je vais conclure. Vas-y, ouais. Sur plusieurs points. Déjà tu l'as dit, le premier point, je reprends ce que tu disais, la capacité à faire grandir les gens. Et c'est vrai qu'on l'apporte de temps en temps, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut être aussi, quand on dit faire grandir les gens, laisser l'espace
à d'autres meilleurs que soi pour prendre et créer quelque part un nouveau rôle. Ce que tu as fait chez Trust, quoi. Finalement, tu es en train de créer un rôle qui n'existait pas dans cet écosystème. Celui de président, après, on met ce qu'on veut derrière. Hein. J'ai bien aimé aussi, on a parlé beaucoup de la culture d'entreprise. C'est un sujet qui revient de temps en temps chez nous, mais tu vois, la culture comme un vrai ciment et une vraie fondation de boîte, je trouve que c'est fort là, ce que vous avez fait là-dessus. Et le troisième point, c'est l'excellence opérationnelle. C'est l'équilibre que tu disais entre donner un peu de responsabilité aux personnes sur le terrain et avoir un peu de contrôle. On a eu quelqu'un, comment il s'appelait, celui qui avait l'ETI, qui avait scalé avec des centaines de boîtes, tu sais, qui a racheté des petites boîtes avec des artisans. Philippe, bravo. C'était un des derniers numéros et c'était un peu cette philosophie de dire je vais responsabiliser des patrons, garder un peu, être dans Orient and Support, garder un peu le contrôle quand même, mais légèrement, et c'est un juste équilibre. Ouais, leur fournir les pelles et les pioches pour aller chercher. Exactement, c'est fournir les pioches. T'as trouvé l'or, tant mieux pour eux, mais tu fournis les pioches, mais t'es pas celui qui va regarder comment il met des coups de pioche derrière, quoi. Top. Et une dernière question peut-être pour conclure. Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander pour venir à ta place ? Je pense immédiatement à une personne qui m'est chère d'ailleurs. C'est Nicolas Mikelev, qui est le patron d'une boîte qui s'appelle Factory, qui est une boîte qui a explosé dans le bon sens du terme. Parce qu'ils font pas de l'aménagement d'intérieur ? Si. Je les ai repérés, eux. Alors, Factory, ils ont 3 métiers différents. Ouais, c'est un premier métier où ils se mettent du côté, en général, du potentiel acheteur. Donc, ils viennent négocier des baux ou typiquement des achats de bureaux ou d'immeubles. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ils font toute la conception, travaux dans les bureaux. Et je confirme, c'est très complexe. Et la troisième, c'est l'ameublement. Et donc, ils ont fait énormément de boîtes dans l'écosystème startup, que ça aille de Payfit à, je crois, Vodoo, Malte. Et tu vois, là, aujourd'hui, ils s'attaquent à des grands groupes comme L'Oréal. Non, ils ont gagné L'Oréal, Total, c'est un peu le etc. We Maintain. Je les ai spotés parce que je travaille pour un agenceur français et je repérais les boîtes un peu hype là-dedans et j'ai vu Factory. Et ils ont une image qui est très, très forte. Et je vous encourage génial, à donner ton numéro. Et Nicolas c'est un entrepreneur. Ouais, c'est un de mes très bons amis et un entrepreneur hors pair, quoi. Ok, avec plaisir. J'ai envie de dire même un vrai homme d'affaires. C'est ce que je lui dis tout le temps. Tu es un vrai homme d'affaires. Et voilà, écoute, avec grand plaisir. Bon, merci Thomas, bravo pour cette Merci réussite à en tout vous. cas.